travaux. L'ordre du jour de la présente séance plénière porte sur l'interpellation des ministres de la Santé publique, des ministres de l'administration du territoire et des ministres des Finances. Comme vous vous rappelez, mesdames et messieurs les députés, par une décision de la plénière, nous avions invité le ministre à venir tous les 14 jours, ou je crois 15 jours, pour nous faire le bilan de la situation du Covid-19 à l'Assemblée nationale. Mais en même temps, nous avons prévu que des députés peuvent également interpeller les ministres sur des questions qui les intéressent directement. Il se trouve qu'aujourd'hui, les ministres de l'administration du territoire et les ministres des Finances qui ont été interpellés par les deux députés ne sont pas là. C'est ça? Alors, nous pouvons, la seule chose que nous pouvons, c'est de demander au ministre de la Santé publique de nous faire le bilan de la situation du coronavirus dans notre pays. Et si les députés ont quelques questions à lui poser, bon, ils pourront lui poser ces questions. Parce que normalement, si les deux ministres étaient là, on aurait pu lire les deux questions d'interpellation. Mais comme ils ne sont pas là, et que nous avons invité de manière permanente le ministre de la Santé à nous faire le bilan, on va lui donner l'opportunité de nous faire le bilan. Et s'il y a des questions à poser, on posera des questions et ensuite on pourra voir qu'est-ce qu'il faut en faire pour les ministres qui ne viennent pas partager avec nous la situation dans leur département ministériel. Monsieur le ministre de la Santé et de la Solidarité nationale, c'est vrai que aucun député ne vous a posé une question directe, mais comme vous avez cette opportunité, venez nous faire quand même le bilan de la situation de la maladie qui sévit encore dans notre pays pour que nous puissions avoir la même information que le gouvernement. Je vous invite au podium, monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les députés. C'est toujours avec le même plaisir que nous faisons des déplacements au sein de l'hémicycle pour essayer d'édifier la représentation nationale sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Comme vous le savez, au niveau mondial, plus de 50 millions de cas positifs au coronavirus ont été enregistrés depuis la survenue de ces virus. Plus de 1,2 million personnes sont décédées dans le monde entier. Et nous assistons ces dernières semaines, puisque vous suivez l'actualité, à une forme de résurgence, un nouveau départ de ces virus dans les pays, particulièrement de l'Europe et des Amériques. Certains pays sont frappés de nouveau par une deuxième vague. On parle même des troisième vagues pour d'autres. Les scénarios catastrophes qui a commencé particulièrement depuis les mois de février 2019 est en train de se répéter. Beaucoup de pays ont renforcé les mesures de restriction allant jusqu'à un confinement général. Donc la force de la dynamique épidémique n'a non seulement pas baissé, mais elle s'est même accrue dans certaines contrées du monde. Ici en Afrique même, à la date du 17 novembre, près de 2 millions de cas ont été enregistrés et
48 000 personnes sont mortes du coronavirus. Donc, même si notre continent demeure relativement épargné par rapport à d'autres, il va sans dire que le virus n'a pas disparu complètement et il continue de circuler au sein de la population et continue de faire des victimes. Dans notre pays même, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les députés, je ne vais pas vous assommer avec un rappel de la gestion du Covid-19 depuis le 19 mars avec les premiers cas déclarés dans notre pays. Je ne vais pas non plus vous faire un historique de ce qui s'est passé avant, puisque les professeurs Mahmoud avant moi et moi-même depuis mon arrivée, nous sommes déjà passés devant vous pour vous rendre compte de l'évolution de la situation. Je vais me contenter simplement, afin de laisser plus de temps à Mesdames, Messieurs les députés de poser leurs questions, de vous décrire un peu ce qui s'est passé depuis notre dernier passage ici à l'Assemblée, c'est-à-dire depuis le 16 octobre dernier. Depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, en attendant les chiffres de ce mercredi, nous avons enregistré 213 cas sur l'ensemble du territoire national. Sur les 213 cas, malheureusement, il y a eu 7 décès donc en cet intervalle de 1 mois. Ce qui fait que le total national donne 1608 cas confirmés depuis le 19 mars, répartis dans 17 provinces de notre pays. Le total de décès s'élève à ce jour à 101 décès, dont un nombre important dépistés post-mortem, ce que beaucoup de pays ne font pas et ce qui explique un peu les taux de létalité très élevés dans notre pays. Nous avons également 1454 guéris et actuellement 57 de nos compatriotes sont sous traitement. Les provinces les plus touchées sont N'Djamena avec 927 cas et 62 décès. Les moyens Chari, qui est durement frappé ces dernières semaines avec 194 cas et 13 décès. Les Mayo-Kébi Est, 132 cas et 5 décès. Les Mayo-Kébi Ouest, 88 cas et 6 décès. Les Logone Occidental, 67 cas et 7 décès. Et les Logone Oriental avec 68 cas, dont 1 décès. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, nous gérons avec nos équipes des foyers toujours actifs dans les provinces de N'Djamena, de deux Mayo-Kébi, du Moyen Chari, du Mandoul et de Dologon. De manière précise, les foyers actifs dans ces provinces sont situés particulièrement à Koyom, à Danamadji, à Léré, la ville de N'Djamena et la ville de Gorée qui accueille, comme vous le savez, plusieurs milliers, plus de 40 000 personnes déplacées et réfugiées à partir de la République centrafricaine. Donc des dispositions sont en train d'être prises. Nous avons noté avec la coordination que de plus en plus de cas sont relevés dans la ville de Gorée. Cela s'explique un peu par les déplacements des populations entre les deux provinces, les interventions aussi des humanitaires sur le site et donc en collaboration avec les autorités administratives sur place, la coordination nationale des ripostes sanitaires dirigée par les professeurs Choua sont en train de réfléchir pour prendre des dispositions spécifiques à cette zone dans les jours et semaines à venir pour essayer de contenir cette maladie. Et systématiquement, lorsqu'un foyer
est détecté. Des missions sont déployées à partir de N'Djamena ici pour appuyer la coordination provinciale et les équipes de terrain dans la détection des cas, dans les suivis ou les traçages des contacts et également de la mise en quarantaine de cas contacts. Ces appuis permettent d'assurer une bonne gestion de la situation épidémique. Et j'espère que vous l'avez constaté, au fil du temps, des leçons sont tirées chaque jour que Dieu fait dans la bonne gestion de cette pandémie. Et c'est ainsi que, comme vous l'avez suivi, et nous vous en avions rendu compte ici même, à Koudaloa, à Berem, pour ne citer que ces deux foyers, nous avons appliqué avec nos équipes la même stratégie, les mêmes modes opératoires pour essayer d'arriver à bout du virus dans ces foyers actifs. Et Dieu merci, à chaque fois, ça a marché et nous avons des bons résultats. La dernière fois que j'étais à des passages ici, je vous avais entretenu de la situation qui prévalait à côté de Gounougaya, dans le village de Berem. Et par la grâce de Dieu, ces foyers ont été complètement éteints depuis notre dernier passage ici. Nous continuons également de renforcer notre capacité de diagnostic, ce qui est en fait très important dans la maîtrise de la pandémie. Plus vous pouvez tester, mieux vous êtes outillés pour essayer d'avoir des bons résultats. Ici à N'Djamena, nous avons toujours 5 sites de dépistage au niveau de l'hôpital général de référence nationale, du programme national de tuberculose, de l'hôpital militaire d'instruction et de l'hôpital provincial de Farsha. En province, nous avons installé depuis le début de la pandémie 9 sites répartis entre Abéché, Mongo, Mao, Bol, Bongor, Pala, Mundu, Doba et Sar. Ces efforts se poursuivent avec l'appui et sous les orientations du maréchal du Tchad pour essayer d'étendre davantage la capacité des diagnostics. Et dans les jours et semaines à venir, 7 nouveaux laboratoires seront livrés et installés, 1 ici à N'Djamena et 6 dans les provinces qui ne sont pas encore équipées de laboratoires de dépistage de Covid-19. Donc voilà, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les députés, les quelques éléments que je mets à votre disposition pour vous rendre compte de ce que le gouvernement est en train de faire à travers le ministère en charge de la santé publique et la coordination nationale des ripostes sanitaires pour essayer d'arriver à bout de cette pandémie. Vous suivez également l'actualité du côté de la recherche de vaccins. Et la semaine dernière, nous avons accueilli avec beaucoup de soulagement les annonces qui ont été faites par 2 laboratoires avec la découverte de 2 vaccins. Un qui présente un taux d'efficacité de 90% et un autre de 94%. Donc nous travaillons dans le cadre de Gavi, de l'Alliance pour la vaccination, à travers un dispositif qui s'appelle les COVAX, pour que les pays en développement dont fait partie notre pays ne soient pas oubliés, ne soient pas laissés de côté lorsque un vaccin sera mis sur le marché. Donc il est fort à parier que d'ici peut-être l'été 2021, les vaccins seront disponibles et nous travaillons bien entendu avec la coordination pour que nous disposions de notre propre stratégie de vaccination les jours où ces vaccins seront disponibles. Je vous remercie pour votre attention et donc je reste à votre disposition pour les questions d'informations complémentaires que vous voudrez bien poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale. Je pense que ce bilan
depuis un certain temps nous permet de voir qu'il y a une sorte de résurgence un peu de la maladie dans certaines provinces. Heureusement que grâce aux équipes, on arrive à maîtriser quand même la situation. Tant mieux. Nous, on se rend compte que lorsque la population ne respecte pas les mesures barrières et ne respecte pas un certain nombre de mesures édictées par le gouvernement, soit la question de transport des dépouilles mortelles ou tout cela, on vient toujours avec cette réalité que le virus est toujours là. Et donc, nous avons intérêt à tout faire pour que ce virus disparaisse, en tout cas de notre pays. Je voudrais donc, avec la permission de mesdames et messieurs les députés, procéder donc à l'ouverture de la discussion générale et demander au premier vice-président de l'Assemblée nationale, Moussa Kadam, d'intervenir. Et j'invite également les techniciens. On est en train de geler là dans la salle. Si vous pouvez remonter un peu la température. En tout cas, moi, je gèle de là où je suis. Merci, Monsieur le Président. Nul doute que la séance d'aujourd'hui, et actualité oblige, est attendue avec intérêt, et je voudrais d'emblée dire que nous ne remercierons jamais assez le gouvernement du Tchad, et particulièrement le maréchal, pour avoir anticipé et pris des mesures fortes pour limiter la propagation du coronavirus chez nous. Donc à chaque fois que nous avons l'occasion, nous devons reconnaître ces efforts colossaux, compte tenu aussi de la conjoncture difficile que traverse le pays sur le plan économique et financier. Donc bravo au gouvernement. Et justement, je m'attendais à poser cette question au ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale en ce qui concerne le vaccin. Et il est donc réconfortant d'entendre que notre gouvernement a pris à bras le corps cette question. Parce que à travers le monde, ce sont bien les gouvernements qui s'empressent de commander des millions de doses pour leur population, avant même que la production de ce vaccin et sa commercialisation soient effectives. Donc, Monsieur le ministre, bravo pour là aussi être en phase avec les soucis de recherche et de protection des populations. J'en sais quelque chose du partenariat avec Gavi, comme pour le au conseil, au comité, ou comment vous l'appelez, du Fonds mondial. Et donc ça nous rassure. Et donc faites en sorte que nous sommes une vingtaine de millions, en temps opportun, qu'il n'y ait pas, que notre pays ne soit pas un perdant dans ce qui se profile comme une guerre du vaccin. Moi, je voulais juste vraiment revenir sur l'indiscipline des populations. Franchement, je crois que la sensibilisation a baissé dans le Tchad profond. Je reviens d'un séjour dans ma province
J'ai voulu aller sur la pointe des pieds présenter mes condoléances à un parent. Quand je suis allé, je passais un peu comme un martien puisque j'étais le seul à porter mon masque. Donc, vivement que la sensibilisation ne baisse pas ainsi, parce que ma deuxième question aussi porte sur le stress qui est le vôtre et qui est celui du personnel soignant. Un cas par là, 2 cas par-ci. La chaîne de contamination, monsieur le ministre, je voulais vraiment justement que vous nous dites un mot un peu pour tous ces cas dans une population comme celle de N'Djamena. Vous déclarez un cas là, 2 cas là, le lendemain c'est 4 cas. Vous ne savez pas, à moins que vous nous disiez comment vous arriviez à déterminer un peu qui était porteur, qui est un agent distributeur du machin, d'où il vient, parce que là, vraiment être à la place du personnel de la santé, c'est terrible. Hein, là, quand vous avez un foyer, comme vous l'avez dit, coup de loi, etc., là, vous l'avez circonscrit, vous avez étouffé. Mais tous ces cas qui se présentent, un par-ci, 2 par-là, c'est suffisamment difficile. Alors, je voulais vous poser la question, comment s'effectuent les tests? C'est les patients eux-mêmes qui se présentent ou comment on fait l'échantillonnage pour tester? Quand on dit qu'il a été traité 400, par exemple, cas dont on a isolé des porteurs du Covid, je ne sais pas comment vous le faites dans l'échantillonnage. Est-ce que c'est les individus eux-mêmes qui se présentent ou donc c'est en cela ma question. Et pour le reste, je voudrais aussi il semble que ces fameux vaccins, il faut les conserver à moins 20 à moins 80 degrés. Aurez-vous ces congélateurs puissants? Avez-vous songé à les commander en temps opportun lorsque vous aurez acquis pour le Tchad le vaccin? Donc voilà un peu, Monsieur le Président, ce que je voulais dire. Mes encouragements au gouvernement, au ministre de la Santé publique, au personnel soignant. Et pour le reste, je crois que c'est aux forces de l'ordre, c'est aux citoyens eux-mêmes de faire en sorte que, malheureusement, à travers les transports en commun, où visiblement il y a un relâchement dans ce qui concerne les bus, on l'a observé, et on l'observe au quotidien en N'Djamena, et surtout en direction du Tchad profond. Il y a encore des soucis en ce qui concerne la sensibilisation. Pour le reste, vraiment bravo au gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier vice-président, le député Manadi Tolkom-Bertin. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais d'abord, s'il faut noter le ministre, doit avoir une mention spéciale parce qu'il accepte sportivement de venir à chaque fois éclairer la lanterne des députés sur la situation de la pandémie, le coronavirus dans notre pays. Et moi, c'est une observation que j'ai faite parce que j'étais en voyage en octobre et en novembre ici, vers le sud du pays. J'ai fait un constat assez amer. À l'entrée des provinces, une équipe médicale est installée pour vérifier la température de tout passager. Quelquefois, les gendarmes qui sont à l'entrée de la ville montent dans les bus pour vérifier est-ce que
tous les passagers ont leur masque. Mais ce qui est surprenant, c'est à l'entrée des villes qu'on surveille attentivement tous les passagers, mais à l'intérieur. Et je vous cite les villes comme Moundou, les villes comme Doba, Koumra et Sarr. Quelque peu de Tchadiens portent le masque. Alors, dans une causerie, il y a un monsieur qui me demande, il dit, monsieur le député, j'ai fait une remarque pertinente et j'aimerais bien vous partager cette remarque avec vous. Est-ce que vous avez aussi fait cette remarque? Je dis oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, mais dans la ville, les gens ne portent pas de masque. Mais à l'entrée, les gens contrôlent sérieusement. Et les gendarmes sont prêts à amender. Ils sont prêts à amender, ils ont fait descendre 3 passagers. Parce qu'ils ont porté le masque, mais ils n'ont pas fermé les narines. Il a fallu qu'on intervienne pour libérer ces passagers-là. Mais à l'intérieur de la ville, les gens ne portent pas. C'est paradoxal. Ça ne relève pas de votre compétence, monsieur le ministre, mais comme vous faites partie aussi de la coordination, je crois que c'est beaucoup plus les gens chargés de la sécurité que cette situation leur incombe. Mais la solidarité gouvernementale oblige. Donc, monsieur le ministre, vous pouvez partager avec vos collègues. Et sinon, toutes mes félicitations pour vous, tous mes encouragements. Parce que vous avez donné le bilan avec des chiffres à l'appui. C'est ce que nous cherchons. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le député Bertin. Le député Ali Koulotou Tchaimi. Merci, monsieur le président. Je voudrais également remercier mesdames et messieurs les membres du gouvernement et leurs collaborateurs d'être là, comme a dit mon collègue Manadji Tolkom Bertin. Monsieur le ministre, j'ai des petites questions à poser. Avant de poser des questions, je voudrais d'abord féliciter le maréchal du Tchad qui a pris en main lui-même des questions qui concernent les populations tchadiennes et féliciter également le gouvernement et d'une manière distinctive, monsieur le ministre, sans vous jeter de fleurs, on vous félicite. D'habitude, quand il y a une telle plénière, nous enregistrons beaucoup de questions des députés qui nous ont autorisé de répondre à leur nom. Mais aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de questions. Cela prouve à suffisance que le gouvernement a fait des efforts exceptionnels pour lutter efficacement contre la pandémie. Nous vous en félicitons comme les 2 collègues qui m'ont précédé et on vous encourage. Des petites questions, des questions qui concernent les masques. Le premier vice-président de l'Assemblée a dit, les collègues Manadji Tolkom Bertin aussi. Monsieur le ministre, question qui concerne les masques préoccupe et interpelle tout le monde. C'est vrai que comme a dit d'une manière répétitive le premier vice-président, il y a l'indiscipline de nos concitoyens qui s'affichent directement avec les maladies. Ils ne savent pas qu'ils sont en danger permanent avec les masques. Les masques, nous qui sommes les députés, nous avons eu la chance de sillonner un peu dans les différentes provinces, principalement avec le recensement ou bien la révision des listes électorales. Nous avons sillonné certaines provinces, allé même dans les villages. Nous avons constaté que les gens ne portent pas les masques. Ce n'est pas seulement que les masques ne sont pas arrivés à la destination,
mais ils négligent complètement et la sensibilisation en manque. Nous aimerions que les différents gouverneurs, avec leurs collaborateurs, les chefs traditionnels, les boulama, les chefs de village, soient instruits d'une manière directe pour que la sensibilisation doit être effective. C'est ce que nous voulons. La deuxième question, c'est la question qui concerne, et nous avons plusieurs fois répété ici à l'Assemblée, c'est la question qui concerne l'organisation festive des Azuma, de certaines cérémonies, des mariages, je ne sais pas, des parades dans la ville, et qui ne cessent que se développer. Je crois que de concertation avec vos collègues en charge de la défense, de sécurité, je ne sais quoi, avec tous les départements concernés, j'aimerais que vous allez faire des réunions hebdomadaires, mensuelles, pour que ces différentes cérémonies, qui sont d'une manière continuelle, surtout à N'Djamena, ça se développe du jour au lendemain. Donc, nous voudrions que de tels phénomènes-là cessent, parce que c'est des sources potentielles de propagation de pandémie. Le problème de vaccin que un des collègues qui a évoqué, nous suivons un peu les chaînes internationales, surtout les télés, la découverte des vaccins contre la pandémie. Je ne sais pas, est-ce que vous avez pris contact avec les différents pays qui ont découvert ces vaccins, et comment vous allez faire pour que ces vaccins, s'il peut être introduit au Tchad, pour que cette pandémie, aujourd'hui, on est avec 101 décès aujourd'hui. Je crois que 101 décès, c'est pas petit. C'est vrai par rapport aux autres pays qui ont connu des milliers de cas de décès, mais quand même, les 100 morts ne sont pas également faciles. Et quelle serait, comment la position du Tchad par rapport à ces vaccins qui est déjà découverte? Échantillons qui sont analysés, Monsieur le ministre. Vous nous dites d'une manière globale, nous représentons les populations, même si on sait, les populations que nous représentons ne savent pas. Est-ce que ces différentes analyses, les échantillons sont pour le N'Djamena, sont uniquement pour le N'Djamena, ou bien tous les échantillons qui sont analysés à travers les pays? Nous voudrions que vous allez nous éclairer. Le dernier point, Monsieur le ministre, vous dites, vous en savez très bien, des questions qui lient l'inondation, c'est aussi plus proche des maladies. Vous êtes en même temps ministre de la Solidarité. On vient de finir avec la saison de pluie. Certaines provinces, des provinces comme Salamad et autres, qui sont fortement touchées avec les inondations, il y avait eu beaucoup de sinistrés. Où en est-on avec les secours du gouvernement? Pour finir, Monsieur le ministre, nous vous remercions très sincèrement d'être ponctuel à l'Assemblée. Par contre, certains de vos collègues ne sont pas ponctuels à l'Assemblée, ce n'est pas pour vous jeter de fleurs, mais accepter de venir très respectueusement devant la représentation nationale, nous éclairer, nous touche fortement. Donc, nous vous remercions très sincèrement. Et nous aimerions qu'à chaque moment, quand il y a un appel de l'Assemblée nationale, vous allez venir nous éclairer, parce que c'est une question de la santé des populations tchadiennes. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président du groupe parlementaire MPS. Monsieur le Ministre, je pense que les quelques questions posées sont des questions d'éclaircissement sur le mode opératoire des tests que vous faites. Comment vous arrivez à suivre ces gens-là éparpillés par-ci par-là, je ne sais pas comment vous arrivez à les suivre pour les tester.
Et autant de questions sur, évidemment, la question de la sensibilisation et le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, par nos concitoyens. Et ça, c'est vraiment le point le plus important, parce que beaucoup de nos concitoyens pensent que peut-être que la maladie n'existe même pas. Il y en a qui croient que la maladie n'existe pas, alors que la maladie tue quand même des millions de personnes et des milliers de personnes à travers le monde. Donc, je voudrais vous donner la parole pour que vous essayiez d'apporter quelques éléments de réponse aux questions posées par les députés et à leurs préoccupations. Restez en place. Merci, Monsieur le Président. Je remercie en retour les députés qui sont intervenus pour poser des questions de clarification et féliciter aussi l'action du gouvernement par le biais du ministère de la Santé publique dans les efforts qui sont déployés par le personnel de santé en particulier sur le terrain pour essayer de limiter au maximum les dégâts que le coronavirus peut provoquer à nos concitoyens, surtout les plus fragiles. Je vais commencer par la question sur le vaccin. C'est vrai, l'annonce ou les annonces qui sont faites sont encore fraîches. Nous n'avons pas tous les détails, mais l'espoir est permis et je pense que vous vous en doutez avec les ravages que provoquent ces virus. On s'attendait naturellement à ce que les différentes nations, par peur, par égoïsme, engagent une course effrénée pour déjà trouver des vaccins et puis engager la bataille pour être les premiers à être servis. Ça, c'est une crainte qui était réelle et qui a été identifiée très tôt, d'où l'initiative qui a mené à la création de ce qu'on appelle le COVAX. Le COVAX, en fait, c'est un mécanisme mondial qui est copiloté par l'OMS et par l'Alliance Gavi dans l'objectif principal de garantir un accès, une distribution équitable et juste des vaccins qui pourraient être trouvés contre les Covid-19. Donc si vous voulez, c'est une sorte de mécanisme de partage des risques, une sorte de tontine où les différents pays, les organisations internationales vont mettre ensemble leurs moyens pour acquérir les vaccins et les répartir aux différents pays et en particulier aux pays qui n'ont les moyens ni de faire des recherches pour trouver un vaccin, ni les moyens d'acheter ces vaccins. Donc les choses sont très avancées. Il y a 5 milliards de dollars qui ont été évalués comme étant nécessaires à l'acquisition des vaccins. Pour l'instant, je crois qu'il y a un peu plus de 2 milliards de dollars qui ont pu être réunis. La Banque mondiale fait partie des plus grands contributeurs dans le cadre de cette initiative. Et bien entendu, le hasard a fait que nous représentons aussi les pays francophones et lusophones d'Afrique au sein du conseil d'administration du Gavi. Donc nous suivons l'évolution de ce processus de très près. Comme l'a dit le président Kadam, pour l'un des vaccins, les conditions de stockage, de conservation sont très compliquées à mettre en œuvre. Un vaccin, c'est pas un comprimé.
Donc, sa mise en circulation exige qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Ne serait-ce que là, nous venons de lancer la campagne contre la polio. Et même pour ces vaccins, il faut disposer d'un système ou d'une chaîne de froid, du stockage ici à N'Djamena, jusqu'à l'acheminement des vaccins dans les différents centres de santé. Donc vraiment, c'est un dispositif lourd, technique, très pointueux, qu'il va falloir mettre en œuvre. Donc c'est valable pour les futurs ou les prochains vaccins contre le Covid-19. Des discussions en tout cas sont en cours avec particulièrement la Banque mondiale pour essayer de créer toutes les conditions de l'arrivée prochaine du vaccin. Et en parallèle, une stratégie doit être élaborée et pour cela nous allons procéder à la mise en place d'une cellule spéciale au sein de la coordination nationale des ripostes sanitaires pour définir par exemple quelles seront les personnes à vacciner en premier. Et naturellement, ça sera les personnes les plus fragiles. Donc vraiment, c'est tout un plan de bataille qui sera mis en œuvre le moment venu. Et vous le savez, le coronavirus, heureusement pour nous, ces dégâts sur le plan sanitaire sont limités pour le Tchad et puis aussi pour les pays africains. Et nous devons prier, remercier Dieu pour cela et reconnaître aussi les dispositions qui ont été prises très tôt sur les instructions du maréchal du Tchad et qui donnent aujourd'hui les résultats que nous connaissons. Mais en parallèle, en tout cas pour nos pays, et c'est ce que nous disons dans les rencontres auxquelles nous assistons, ce sont les dégâts économiques et sociaux qui sont considérables. Et ça aussi, nous avons des ministères comme le ministère du Plan qui essaient de se battre pour mobiliser nos partenaires dans ce sens. L'incivisme qui est décrié par tous les intervenants, nous le constatons également, nous les regrettons, mais le comité de gestion de crise, à travers les sous-comités sensibilisation, présidé par le ministre en charge de la communication, secondé par le ministre de l'administration territoire, donc ces sous-comités n'ont jamais baissé les bras dans la sensibilisation. Mais comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, bien que ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas un phénomène qui est propre à notre pays, les complotistes sont nombreux dans ces domaines. Beaucoup, quand vous voyez les commentaires, beaucoup ne croient pas aux chiffres qui sont communiqués par la coordination quotidiennement. Mais il faut continuer à se battre contre cette incrédulité. Et je partage ce que le député Torkom Bertin a dit. Autant ici à N'Djamena, nous notons que quand même un minimum la population respecte au moins le port de masques. Même si, et ça également c'est une réalité, même si les autres restrictions ne sont pas respectées, particulièrement les rassemblements. Rassemblements liés au deuil, les places mortières, au mariage, au baptême. Ça c'est une triste réalité, alors même que souvent c'est à partir de ces rassemblements que les foyers partent. Nous l'avons connu en mars. Et même là récemment à Berem, à Koudaloua et à Danamadi, tout part souvent des rassemblements liés aux places mortuaires. Donc je suis d'avis avec vous que les mesures de contrôle et des sanctions doivent être renforcées, la sensibilisation doit être renforcée, pour que nos compatriotes soient convaincus de la circulation du virus dans notre pays et qu'ils se conforment aux mesures qui sont décidées par le gouvernement, par le comité de gestion des crises, parce que jusqu'à ces jours, il n'y a aucune autre alternative. En parlant de masques,
comme tous les pays du monde, au début, à partir du mois de mars, avril, nous manquions de masques. Mais comme nous avons rattrapé notre retard dans d'autres domaines, pour ce qui concerne aussi les masques, j'ai fait le décompte, ne serait-ce que ce que le gouvernement a commandé en masques jetables, nous ne sommes pas loin de 20 millions de masques jetables commandés par le gouvernement. Les derniers, c'était les 10 millions qui ont été livrés par la MANEM. Si vous ajoutez à cela les masques que certains députés portent, les masques médicaux, ceux qui ont été acquis par les différentes organisations, vous imaginez le nombre de masques qui sont en circulation dans notre pays. Donc nous continuons toujours à renforcer notre stock, mais le problème ce n'est pas seulement la disponibilité, le problème aussi c'est la conviction de nos compatriotes et puis leur volonté à se protéger et à protéger les autres. Donc je prends bonne note, nous aurons une réunion encore cet après-midi au niveau du comité de gestion des crises et nous allons transmettre les observations qui ont été très pertinentes, qui ont été émises par les 3 députés qui sont intervenus. Le député Kadam a posé une question par rapport au stress du personnel de santé. Depuis le 19 mars, le personnel de santé est totalement mobilisé ici en N'Djamena, dans nos provinces, partout où un cas est décelé pour faire c'est pourquoi ils se sont engagés dans ces métiers. Donc je voudrais les remercier, les féliciter au nom du maréchal du Tchad, au nom du gouvernement. Il y a eu 152 agents de santé, entre médecins, laborantins, infirmiers, qui ont été infectés depuis le début de la crise. Et cela est particulièrement vrai au début de la crise, mais d'après mes informations, depuis le mois d'août, et donc avec l'expérience précédente, il n'y a pas eu de nouvelles inspections d'infection d'un personnel de santé. Comment s'effectuent les tests? C'est vrai, ça peut être déroutant, comme le député Moussa Kadam l'a dit. 15 jours on a un cas, un autre jour on a 2 cas, un autre jour on a 3 cas. Parfois on peut avoir 0 cas, après ça monte à 12 cas. En fait, quand vous avez les détails, c'est n'est que logique. Nous, notre stratégie, en tout cas de gestion de la pandémie, et nous avons eu l'occasion de l'expliquer de long à large ici, n'est pas basée sur un dépistage de masse. Pour des raisons que nous avons développées ici. D'efficacité, de capacité, des coûts. Mais ce que nous faisons, c'est premièrement, les gens qui voyagent ou qui reviennent de voyage. Lorsque vous voulez voyager, et c'est valable, en tout cas c'est exigé par la plupart des pays, vous êtes tenu de faire un test de dépistage. Donc les gens, ils vont faire un test de dépistage, ils ont les résultats. Et il nous est arrivé plusieurs fois de détecter des cas positifs à l'occasion de ces voyageurs sur le départ. Ensuite, vous avez ceux qui rentrent de voyage. Lorsque vous revenez de voyage, vous devez présenter un test positif de moins de 7 jours. Vous rentrez, on vous laisse rentrer, en tout cas ça c'est le protocole sanitaire qui est en vigueur. Vous rentrez chez vous, on vous demande de respecter les mesures barrières, et puis on vous oblige à revenir refaire un test après les 7 jours. Et donc il nous est arrivé de détecter des cas positifs à l'occasion de ces tests de 7 jours après le voyage. Donc le nombre de dépistages que vous voyez quotidiennement dans les communiqués, en grande partie, ça vient des gens qui partent soit en voyage, soit qui reviennent de voyage. Ensuite, vous avez ceux qui présentent des symptômes, qui se présentent d'eux-mêmes
ou bien nos équipes sont informées, donc on les dépiste et il est arrivé qu'on trouve des cas positifs. Ensuite, vous avez les traçages maintenant. Et c'est ça qui augmente un peu le nombre d'échantillons que vous voyez dans les communiqués. Quand un cas est détecté positif, donc on déclenche tout de suite les mécanismes de suivi de ces contacts. Donc tous ces contacts sont identifiés et prélevés. Si parmi ces cas contacts, il y a un positif, on fait aussi les dépistages de tous ces cas contacts, donc les contacts de contacts. Ainsi de suite, les contacts de contacts de contacts. Et c'est de cette manière que la coordination et l'ensemble de nos équipes sont parvenus à circonscrire tous les foyers actifs. Donc quand vous voyez les chiffres qui sont communiqués chaque jour des échantillons, donc dites-vous bien que dans ces échantillons, il y a ceux qui sont revenus de voyage, ceux qui veulent voyager, ceux qui ont peut-être des symptômes, et puis les contacts, et puis les contacts de contacts, ainsi de suite. Donc c'est ce protocole qui est en vigueur au niveau de la coordination depuis maintenant plusieurs mois et qui marche parfaitement bien pour le moment. Donc ça c'est l'explication par rapport aux échantillons, et ces échantillons proviennent de plusieurs sites. Donc nous avons des labos par exemple à Sar, à Bongor, à Mundu, et donc les prélèvements se font sur place. C'est les résultats qui sont centralisés ici au niveau de N'Djamena et communiqués par le biais de la publication quotidienne de la coordination nationale de riposte sanitaire. On ne peut pas faire, à l'époque, au début, on était dans l'obligation d'envoyer des équipes en province, par la route ou par avion, qui vont aller faire les prélèvements, revenir avec les échantillons ici en N'Djamena pour pouvoir faire les analyses à Farsha. Mais comme je venais de vous l'expliquer, nous avons 9 sites de labos dans 9 provinces différentes, et les analyses se font sur place. Ensuite, les résultats sont centralisés ici à N'Djamena et communiqués par la coordination. Par rapport je crois que c'était la dernière question, par rapport aux inondations, effectivement, beaucoup de nos territoires ont été touchés par les inondations. Le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Je crois que vous suivez l'actualité. Un nombre incalculable d'interventions ont eu lieu sous la houlette du ministère en charge de la solidarité nationale et du sous-comité assistance aux démunis du comité de gestion des crises. Bien avant même la saison de pluie, dans le cadre de la gestion du Covid-19, le volet social, après le message à la nation du maréchal du Tchad, il y a eu déjà un certain nombre d'interventions à destination de nos compatriotes qui ont été identifiés comme étant en situation de vulnérabilité. Ce mouvement s'est amplifié avec les inondations, et pratiquement toutes les provinces de notre pays ont bénéficié de l'assistance du gouvernement, en tout cas pour ceux qui ont été touchés par ces inondations, à commencer par N'Djamena. Ici à N'Djamena, depuis les mois d'août, il ne se passe pas une semaine sans que nos équipes ne procèdent plusieurs fois dans la semaine à des distributions de vivres. Et la saison de pluie s'est arrêtée, les eaux du fleuve ont débordé, et ça nous a obligés à continuer encore ces opérations de secours, et au moment où je vous parle même, ces opérations ne sont pas terminées ici à N'Djamena. Nous avons ici les chiffres, les tonnages par province, du CANEM 2500 tonnes
au Bata, qui est la région la plus touchée. Ici, j'ai 3600 tonnes. Les barils gazelle, 1200 tonnes, ainsi de suite. Et donc, il y a un total de plus de 15 000 tonnes qui ont été distribuées sur l'ensemble du territoire. Rien qu'au titre des inondations, ces chiffres n'incluent pas ce qui a été fait dans le cadre de la gestion de Covid-19. Nous avons encore des disponibilités en magasin. À un certain moment, notre capacité était limitée par les transports, mais bientôt nous allons procéder à l'entreposage des vivres et non-vivres dans les différentes provinces pour essayer de parer à toutes autres éventualités. Nous saluons également nos partenaires qui nous ont appuyés en matériel, en vivres, des partenaires qui soient bilatéraux, multilatéraux, et ici même au niveau national, il y a eu des personnes, des citoyens qui ont pris l'initiative de nous appuyer. Il y a la Fondation Grand Cœur qui nous a appuyés à plusieurs reprises de façon massive. Donc je voudrais vraiment profiter de ces micros pour adresser mes remerciements à tous ceux qui se sont mobilisés à nos côtés pour essayer de soulager un temps soit peu nos compatriotes. Donc voilà, Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames, Messieurs les députés, je ne sais pas si j'ai omis une question. N'hésitez pas à me relancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé. Je voudrais donc demander au député Mahamat Ahmad Bachir de pouvoir intervenir. Est-ce qu'il est là dans la salle? Oui, allez-y. شكرا السيد الرئيس، وكما أشكر الإخوة الذين تداخلوا رؤساء الكتل البرلمانية، وكما أشكر السيد الوزير وزير الصحة على الاهتمام والإجابات على هذه الأسئلة. أنا أيضا أريد أن أضم بعض الأسئلة تبعا لزملائي النواب في هذا الصباح. السيد الوزير، طبعا حقيقة أن هناك عندكم استراتيجية اعتمدتها وزارتكم لمواجهة جائحة كورونا، فأريد منكم بيان هذه الاستراتيجية وما مكونات هذه الاستراتيجية، ثم ما هو دور أهل الفن التياتير، المسرحيات، أهل الفن في تطبيق الاستراتيجية وزارة الصحة لمحاربة جائحة كورونا. طبعا هناك سيد الوزير وزير الصحة العامة، أريد أن أسأل ما مدى الوعي لدى السكان وما مدى مشاركتهم في تطبيق هذه الاستراتيجية. بمعنى سؤالي يرجع لأهل الفن، هل هم أخذوا فكرة وزارة الصحة لأداء هذه الرسالة للمواطنين حتى يكونوا قد استفادوا من رجال الفن؟ أيضا السيد الوزير، نلاحظ من خلال فترة الوباء أن الدولة تمكنت بمساعدات الشركاء من توفير كميات كبيرة من الإمكانيات، فأريد أن أسأل السيد الوزير ما مدى توزيع هذه الإمكانيات التي توصلت إليها وزارتكم لجميع الأقاليم المختلفة في بلادنا الحبيبة، ومدى الاستفادة المواطن من هذه الإمكانيات. أيضا السيد الوزير، أريد سؤال أيضا تابع لوزارة الصحة إلا أنه خارج نطاق جائحة كورونا. طبعا السيد الوزير، نلاحظ أن وزارتكم والحكومة بصفة عامة قد
اهتمت اهتمام بالغ بجائحة كورونا، ونلاحظ أن الملاريا قد تقتل الأطفال والنساء وكل المجتمع وأكثر من جائحة كورونا. نحن في تشاد الذي يقتل الأطفال والنساء وكل المجتمع الملاريا البالي. هل الوزارة والحكومة بصفة عامة حتى الآن أن البعوضة في جميع الأراضي الوطنية ولا سيما في جمينا بوجه الخصوص أن الناس يموتون بسبب البعوض أكثر من جائحة كورونا؟ لذا أريد من سيادتكم أن توضحوا لنا هل البعوض الحكومة ما بتقدر تحاربها، أو أن البعوض في تشاد معناه مشكلته بقت كبيرة حتى الحكومة ما بتقدر تحلها، أو ماذا نفعل نحن كمواطنين؟ أريد منكم إجابة، وأشكركم السيد الرئيس لإتاحة الفرصة، وأشكر السيد الوزير أن يتقبل هذه الأسئلة بصدر رحب وأن يجيب علينا إجابة، لأن هذه الأسئلة إنما هي أسئلة المواطنين، ونحن كممثلين لهؤلاء المواطنين لا بد أن نرسل لكم هذه الرسالة واضحة وشافية. وأشكركم السيد الرئيس. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre de la Santé publique. Merci, Monsieur le député. Bon, en matière de stratégie, je crois que pour ce qui concerne en tout cas la gestion sanitaire de la pandémie, nous n'allons pas revenir dessus. Maintenant, la question est plus axée sur la stratégie de sensibilisation. Je voudrais rappeler que le gouvernement s'est organisé d'une certaine manière depuis, je crois, le mois de mai, pour être le plus efficace possible dans l'usage des différents leviers indispensables à l'efficacité de la lutte contre le Covid-19. Donc par décret présidentiel, un comité de gestion de crise a été créé et il a été structuré en 5 sous-comités. Et en plus de la coordination nationale de riposte sanitaire qui dépend du ministère de la Santé et qui s'occupe de l'aspect sanitaire de la crise. Donc au sein du comité, donc vous avez des sous-comités sensibilisation présidés par le ministre de la Communication et secondés par le ministre de l'Administration des Territoires, comme je venais de le dire. Donc c'est ces sous-comités qui est composé pratiquement de toutes les forces vives de notre pays, les parlementaires, les journalistes, les artistes, tout le monde se retrouve, les partis politiques se retrouvent dans ces sous-comités. Et il est chargé d'élaborer la stratégie de sensibilisation et de la mettre en œuvre. Et c'est ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait depuis le mois de mai. Les artistes que vous évoquez, ils ont leur place au sein de ces sous-comités et certains, me semble, ils ont joué un grand rôle dans la sensibilisation de nos populations. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas suffisant? C'est pas à moi de répondre, mais j'estime que ils ont été parmi les acteurs majeurs au sein de ces sous-comités dans le cadre de la sensibilisation. J'essaie de répondre à la place de mes collègues en charge de la communication et de l'administration du territoire, mais souvent les comptes rendus qu'ils nous ont fait lors des réunions hebdomadaires du comité de gestion des crises, nous savons que les religieux, les artistes, les chefs des partis politiques, toutes les associations de la société civile ont été associées, mobilisées et ont joué un grand rôle dans la conscientisation, dans l'information de nos compatriotes. Donc les artistes également ont pris part à cette mobilisation citoyenne.
Votre deuxième question se rapporte au matériel, effectivement. Depuis le début de la pandémie, et comme les maréchals l'avaient instruit, il a été décidé d'agir pour renforcer notre système de santé, indépendamment même des nécessités liées à la gestion de Covid-19. Mais pour ce qui concerne spécifiquement donc, le Covid-19, des matériels de protection, les surblouses, les combinaisons, les visières, vous vous souvenez, au début, on n'en avait pas, ont été acquis en grande quantité. Les désinfectants également, les gels hydroalcooliques, l'eau de javel, les peroxydes d'oxygène, les équipements médicaux, centre de production d'oxygène, vous avez suivi grâce à un de nos partenaires, les MSF, qui a été installé à Farsha. Il est aujourd'hui fonctionnel et permet d'alimenter 18 lits de réanimation. Des autres centrales de production d'oxygène ont été acquises sur fonds propres de l'État. Ils ont été livrés et seront prochainement implantés à l'hôpital général de référence nationale et à l'hôpital provincial d'Abéché. Tous les hôpitaux provinciaux ont été, c'est-à-dire les 23, ont été équipés d'au moins 3 extracteurs d'oxygène et de 2 respirateurs. Et bien entendu, des sessions de formation ou de recyclage ont été organisées. Les hôpitaux nationaux qui se trouvent ici à N'Djamena ont reçu également entre 3 et 8 concentrateurs d'oxygène et 12 à 18 respirateurs d'anesthésie. Toutes les délégations provinciales, sans exception, ont bénéficié en cascade de formation de personnel, toutes catégories confondues, à l'utilisation du matériel de protection individuelle, à la surveillance épidémiologique et à la prise en charge des cas positifs. En ce moment même, un scanner 32 pouces est en cours d'installation à l'hôpital provincial de Farsha, ainsi qu'un laboratoire PCR capable d'effectuer 1000 tests par jour. D'autres équipements sont en cours de livraison. Tout ceci pour vous rassurer, monsieur le député, que le renforcement du système de santé ne se limite pas seulement ici à N'Djamena. Toutes les provinces, comme je l'ai dit déjà dans le cadre de la solidarité nationale également, ce qui se fait ici à N'Djamena, c'est fait et il nous semble que c'est tout à fait naturel. C'est fait également dans les autres provinces parce que les malades ne sont pas ici à N'Djamena et les virus ne circulent pas seulement ici à N'Djamena et donc aucune province, aucun hôpital en province n'a été oublié. Maintenant, par rapport au palu, moi aussi je constate votre constat et je l'ai répété ici même après une déclaration du maréchal. Nous devons focaliser notre attention dans la maîtrise de la situation pandémique liée au Covid-19, mais nous ne devons pas commettre l'erreur d'oublier les autres maladies comme le paludisme qui font plus de victimes que la Covid-19. Et je suis parfaitement d'accord avec vous qu'il faut s'attaquer à la racine du mal, à la source qui nourrit les paludismes. Nous connaissons tous le vecteur principal du paludisme, c'est le moustique. Donc si nous voulons limiter les ravages du paludisme sur la population, il faut qu'on déclare d'abord la guerre aux moustiques. Mais en attendant, avec la pluviométrie très importante que nous avons connue cette année, nous avons constaté, et nous l'avons annoncé, une forte prévalence du paludisme, beaucoup plus que d'habitude dans nos structures de santé et particulièrement ici à N'Djamena. Nous avons eu à constater que les hôpitaux, pratiquement tous les hôpitaux étaient débordés par les malades de palu qui ont été référés. Et ça, si vous voulez, chaque année,
il y a une période de pic du paludisme qui commence à partir de août et qui se termine après la mi-novembre. Et cette année, comme vous le savez, il a beaucoup plu et ce pic a été beaucoup plus important que par exemple l'année 2017. Mais nous avons essayé de gérer la situation. Le personnel de santé a fait preuve une nouvelle fois d'une mobilisation et d'une disponibilité exceptionnelle pour répondre à cette urgence sanitaire. Il n'y a jamais eu de rupture de médicaments antipaludiques. Nous avons accéléré la distribution des moustiquaires imprégnés. Et puis nous avons aussi, pour désengorger ici les hôpitaux nationaux, l'hôpital général de référence, l'hôpital de la Misie-Tiatchine, l'hôpital de la mère et de l'enfant, nous avons, avec tous les responsables de 79 centres de santé en N'Djamena, pris une décision d'assurer un service de garde de nuit de 63 centres de santé. Ce qui est quelque chose d'exceptionnel et d'inédit. Donc 63 centres de santé ont fonctionné 24 heures sur 24 pendant cette période pour essayer de soulager un peu les hôpitaux nationaux vers lesquels tous les malades se dirigeaient. Et nous avons fait la situation et certains centres de santé ont connu une hausse de la fréquentation de plus de 30%. Et ça a été ressenti au niveau des hôpitaux. Maintenant, ces pics est presque passé, même si nous enregistrons toujours des malades. Et nous devons réfléchir à l'adoption d'un plan avant la saison des pluies prochaines pour essayer de prendre les dispositions et lutter contre le paludisme à la base. Le maréchal du Tchad a donné des instructions dans ce sens. On ne peut pas lutter contre le paludisme, c'est-à-dire contre les moustiques, si on n'engage pas une lutte antivectorielle efficace. Lutte antivectorielle, c'est détruire les gîtes larvaires, c'est-à-dire là où les moustiques pondent les œufs et se reproduisent. Et ils sont nombreux, ces gîtes larvaires. Partout où l'eau stagne, dans les caniveaux, dans les rétentions d'eau, même dans les domiciles, là où il y a de l'humidité ou bien de l'eau exposée, les moustiques peuvent se reproduire. Donc vraiment, il faut une grande stratégie pour s'attaquer à ces gîtes larvaires et parvenir à diminuer le nombre de moustiques en circulation. La question des voiries, la fréquence de l'épandage. Donc il faut des moyens colossaux d'ici la saison des pluies prochaines pour essayer d'éradiquer les moustiques. La commune de N'Djamena et les communes d'arrondissement essaient de se battre avec leurs moyens de bord. Il va falloir aussi les renforcer en matériel de pulvérisation individuelle, mais aussi engager d'autres moyens pour essayer déjà de faire de l'hygiène de l'assainissement, de curer les caniveaux, de nettoyer les déchets qui... Donc ce sont l'ensemble de ces facteurs qui concourent à la multiplication des moustiques et donc aussi à l'augmentation des cas de palu dans notre pays. Donc nous travaillons également dans ce sens avec tous les ministères concernés et nous espérons, en tout cas c'est notre vœu, que tous les moyens soient mis en œuvre pour avoir des résultats probants. Donc, Monsieur le député, nous partageons votre préoccupation et nous comptons également sur la contribution de tout un chacun pour réussir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé publique. Je voudrais remercier les députés qui ont eu à poser des questions au ministre et avoir des éléments de réponse pour notre compréhension générale. Je voudrais surtout profiter de cette occasion pour exprimer mon sentiment de satisfaction quant
quand on apprend la découverte des vaccins, parce que les vaccins, c'est sûrement la solution pour lutter de manière efficace contre ce virus. Et je suis également très fier d'apprendre que notre pays fait partie de cette alliance Gavi qui va travailler de manière inlassable afin que les vaccins qui seront produits puissent arriver dans notre pays, afin qu'on puisse au moins vacciner nos populations. Il faut également exprimer le sentiment de satisfaction connaissant un peu ce qui se passe dans le monde, que les pays se sont mis ensemble avec les organisations internationales, la Banque mondiale et autres, pour pouvoir mettre en commun les ressources nécessaires afin d'acquérir ces vaccins et les mettre à la disposition, en tout cas, des populations qui peut-être n'ont pas les moyens de pouvoir les acquérir. Et là, Monsieur le ministre, je pense que c'est une très bonne stratégie et nous tenons à remercier en tout cas les partenaires techniques et financiers qui se sont engagés à nous aider pour l'acquisition de ces vaccins. S'agissant de la question de la stratégie nationale de lutte, je crois savoir que les mesures de contrôle doivent être suivies également des mesures de, je dirais pas, comment on peut dire ça, de répression, je sais pas quoi. Il faut réprimer un peu les gens qui ne respectent pas les mesures gouvernementales. Quand le gouvernement dit que tout le monde doit porter les masques, tout le monde doit porter les masques. Quand le gouvernement dit qu'il faut observer une distanciation sociale dans les transports urbains, dans les transports interurbains, dans les places mortuaires, dans les églises et autres, mais on doit tout faire pour que les gens respectent. Et je répète, Monsieur le ministre, le comité doit sévir contre les gens qui ne respectent pas ces mesures barrières, ces mesures édictées par le gouvernement. Pourquoi est-ce qu'une partie de la population porte le masque, essaie d'observer les mesures barrières, et puis l'autre partie ne fait aucun effort pour pouvoir respecter ces mesures? Je pense qu'il n'y a que la puissance publique pour forcer les gens à respecter un peu les mesures édictées par... Si on avait un médicament, on n'aurait pas à prendre toutes ces mesures. C'est parce qu'on n'a pas de médicaments. Et jusqu'à d'ici même au début de l'année 2021, peut-être jusqu'à la fin de l'année 2021, peut-être que ces vaccins-là ne seront même pas disponibles. Et donc nous n'avons pas d'autre choix que de respecter les mesures barrières, que de porter les masques. Et ceux qui ne portent pas les masques, il faut leur infliger des mesures punitives, que ça soit financièrement, n'importe quoi. C'est irrespectueux et c'est même pas responsable de la part de certains de nos concitoyens de ne pas porter le masque, alors que si toi-même tu es malade, tu peux donner la maladie à l'autre, et même si tu n'es pas malade, l'autre aussi peut donner la maladie si vous ne portez pas de masque. Donc vraiment, je pense que le comité a encore un gros travail à faire pour amener nos concitoyens à porter les masques, mais ceux qui ne portent pas, il faut les sanctionner, il faut prendre des mesures privatives, soit des libertés, des mesures pour les sanctionner financièrement et autres, pour qu'ils comprennent que ce qu'ils font, c'est porter atteinte même à la santé du reste de la population. Si toi tu es malade et que tu veux distribuer la maladie, ça là, en tout cas le gouvernement ne pourra pas accepter cela. Nous tenons vraiment à féliciter le gouvernement pour toutes les mesures prises pour renforcer nos établissements sanitaires à travers le pays, et cela continue. Et nous ne pouvons que nous féliciter de tout ce que fait le gouvernement dans ce sens-là. Je pense que depuis le début de cette pandémie jusqu'à là, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts sur le plan sanitaire. Le ministère
a fait un saut qualitatif quand même pour renforcer tous les hôpitaux, pour renforcer les protocoles et ainsi de suite. Donc, plus on continue, plus le gouvernement va faire encore d'efforts pour que non seulement on traite de manière assez expéditive la question de coronavirus, mais également les autres maladies qui assaillent un peu la population. Pour le reste, je pense que nous tenons à vous remercier, Monsieur le ministre, de venir nous entretenir sur le coronavirus et également sur les autres questions liées à l'inondation et autres. Nous voulons interpeller également les autres ministres de faire un effort de venir échanger un peu avec la représentation nationale sur les sujets qui les concernent directement et des sujets parfois liés à la pandémie qui sévit encore dans notre pays, mais également d'autres sujets importants que l'opinion nationale et internationale voudrait savoir, en tout cas de la part de l'exécutif. Pour le reste, je voudrais revenir donc tout au début de la séance. Je voulais faire une communication, que je n'ai pas pu faire ça. Donc j'invite le secrétariat à porter ceci au titre de la communication. Décision numéro 300/PAN/SG/2020 portant désignation des membres de la commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 4 mai 2018. Vu la Constitution, vu les correspondants des 6 présidents des groupes parlementaires et des députés non inscrits, désignant les différents membres au sein de la dite commission, décide. Article 1er, les personnalités suivantes sont désignées membres de la commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 4 mai 2018. Il s'agit de député Ndoubabe Tomel, député Zakaria Mamad Dalai, député Manadji Tolkom Bertin, député Oumar Ibni Daoud, député Nobo Djibo, député Issa Baba Hassan, député Rakis Ahmad Saleh, député Mbaye de Semel Dionoji, député Mamad Kanabadi, député Kedabala, député Mamad Saleh Ahmad Kaya, député Nouadjouajim Labo Abdias, député Dr Jacques Laungimay, député Ahmad Issabadi, député Adoum Kamis Ngili, député Adoum Ali Kedelay, député Djidengar Djedi Bassa, député Asabala Bichara Toinou, Madame Loum Leloumsey Elise, Madame Souraya Mustafa Mahamat, Madame Amouda Liadi, le député Routon Yoma Golon, le député Galingote Gata, le député Matoenge Benelgar et le député Biou Pabame Dala. L'article 2, la commission spéciale dispose d'un secrétariat technique dont la composition est déterminée par décision du président de l'Assemblée nationale. Article 3, la présente décision qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Donc, nous avons les 25 membres de la commission spéciale et le secrétariat me demande d'informer, de dire à ces députés de se présenter cet après-midi 16h à une réunion pour la mise en place de leur bureau. C'est bon? Si donc la communication est prise en compte, je voudrais donc, avec la permission de mesdames et messieurs les députés, Monsieur le ministre, merci beaucoup et je voudrais donc lever la séance